Ben voilà, c'est une grande joie d'avoir David parmi nous, avec sa conférence, clôturer ce programme des innovantes. Merci Corinne. Alors, je vais d'abord me présenter. Alors peut-être d'abord, remercier, la région Cap-Métiers, le COSE, qui m'ont, je ne sais pas si c'est avec imprudence, confié les rênes de cette conférence de clôture. L'avenir le dira. Merci encore une fois pour cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir, assurer cette conférence de clôture à l'issue de ces journées vraiment très très intéressantes. Quelques mots pour me présenter très succinctement, hein, rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter ma vie, ni la mettre en scène. Donc je suis, comme l'indique très bien, l'élément, je suis maître de conférences en sociologie, donc à l'université de Savoie. Je suis chercheur au centre de recherche en droit Antoine Favre et j'ai également une casquette en parallèle de cette fonction. J'ai actuellement une casquette de vice-président en charge des questions d'orientation, d'insertion professionnelle et de relations avec les lycées au sein de mon université. Ce qui, je crois, lorsque l'on croise le fait que ma spécialisation en matière de recherche porte notamment sur les enjeux associés au travail, à la jeunesse, etc., et peut-être à l'origine de la sollicitation que j'ai eu l'honneur de recevoir. Mais peut-être que je m'avance un petit peu dans mes explications. Alors, j'ai longuement réfléchi à l'intitulé de cette conférence de clôture. J'ai décidé finalement de l'intituler de la façon suivante. Je ne sais pas ce qu'en pensera Alain, qui est ici, Alain Janel, hein, notre spécialiste du cinéma notamment. Je l'ai intitulé Cet obscur objet de l'attractivité. Et le sous-titre est Merci. Le sous-titre est L'innovation en formation dans les vertiges de l'individualisation. Alors, je vais essayer de m'expliquer un petit peu sur ce titre. Donc, cet obscur objet de l'attractivité, alors pour être tout à fait honnête avec vous, ça n'est même pas pour rendre hommage au film de Buñuel, qui n'est pas un film qui franchement m'a emballé. Mais j'ai trouvé le titre assez parlant, voilà, il m'a semblé faire son effet et surtout assez bien finalement, résumer, et expliciter ce que je voulais dire. Alors il y a aucun lien non plus avec la moiteur climatique que nous connaissons, hein, à travers ce titre, cet obscur objet de l'attractivité. Voilà, il me semble que ça désigne bien en fait ce qui constitue l'un des enjeux, hein. J'ai pas, évidemment la présomption de couvrir la totalité des enjeux associés à cette question d'innovation en formation, mais l'un des enjeux centraux qui est de cerner l'objet de cette attractivité et qui donc, de mon point de vue, apparaît comme, à bien des égards, obscur. Alors, euh, pour commencer, la question un petit peu initiale que je me suis posée, c'est est-ce qu'on innove dans le champ de la formation? Alors, j'ai deux options. La première est non. Et là, je pourrais singer un ancien président de la République, me lever, il faudrait ajouter une petite musique et vous dire au revoir. Oui, ce sera moins majestueux. Oui, je le concède. J'ai fait le choix, étonnamment, de répondre par la positive, de dire oui, effectivement, on innove dans le champ de la formation. Et donc, l'enjeu est évidemment d'essayer de discerner, en tout cas, des voies de l'innovation. Alors, il a beaucoup été question de voies VOIX de l'innovation durant ces journées. Et je vais essayer modestement de tracer l'une des voies VOIE, cette fois-ci, de l'innovation. Donc, je reformule d'emblée ma question, puisqu'il s'agit maintenant de savoir qu'est-ce qui fait innovation aujourd'hui dans le champ de la formation. Alors, d'abord, quelques éléments pour préciser un petit peu de quoi on parle lorsqu'on parle d'innovation. Donc, une question un petit peu de terminologie, hein, de mots, à quoi ça renvoie l'innovation. Alors d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'innovation est souvent abordée sous l'angle et sous le prisme des innovateurs, hein, avec souvent des récits un peu héroïques de l'innovation dans tous les domaines, hein, d'ailleurs, au-delà du champ de la formation en tant que tel. Alors,
Euh, les sociologues, qui ne sont pas les gens les plus amusants à inviter à un dîner de famille ou à un dîner mondain, ont plutôt tendance à doucher quelque peu l'ardeur héroïque et la représentation héroïque en la matière de l'innovation et préfèrent plutôt s'intéresser au processus concret d'innovation plutôt qu'aux innovateurs et aux figures héroïques de l'innovation en tant que telle. Alors, une des choses qu'il faut avoir en tête, c'est que la notion d'innovation est devenue aujourd'hui quelque chose d'absolument central et quelque chose qui est même disputé. Récemment, il y a eu une suite de décrets, et je parle sous le contrôle de monsieur le secrétaire général, euh, il y a eu une suite de décrets qui ont cherché à préciser quel ministère en France avait dans son portefeuille l'innovation. Et en fait, la réponse est plusieurs ministères, donc qui se probablement cherche chacun à avoir sa part de l'innovation, ce qui dit à quel point cet objet, innovation, le mot lui-même, est un mot évidemment très recherché et ce à quoi il est supposé faire référence également. Or, il n'en a pas toujours été ainsi, hein. Pendant très longtemps, dans nos sociétés, l'innovation a été perçue au contraire sous l'angle du danger plutôt que sous l'angle d'une chance, d'une richesse, etc. L'innovation, c'était plutôt quelque chose qui était perçu comme étant destructeur, avant d'être perçu sous l'angle de la création, qui est l'angle aujourd'hui privilégié sous lequel nous représentons cette innovation. Imaginez un seul instant les innovantes de la formation qui auraient pour vocation à pointer les dangers que nous feraient courir ces innovations. Ça ressemblerait à un congrès d'une secte millénariste inquiète et donc certainement pas effectivement aux journées que nous avons vécues. Donc longtemps, ce terme a eu une connotation assez péjorative et un basculement s'est opéré pour l'appréhender sous un jour soit complètement positif, soit à minima sous son double jour de destruction créatrice. L'innovation s'accompagne d'un processus de destruction, probablement, de disparition de certaines formes, de certains modes, etc. Et évidemment, créer de nouvelles formes, de nouvelles voies, de nouveaux modes, etc., etc. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade-là. La dernière chose peut-être à dire sur l'innovation, c'est qu'il faut peut-être distinguer, il serait intéressant de distinguer entre invention et innovation. En fait, on a tendance spontanément, hein, dans le langage courant, à superposer les deux termes. Or, l'invention, c'est le concours Lépine. C'est-à-dire qu'il y a des inventeurs, il y a des inventions, etc. Mais le destin, malheureusement, il faudrait un jour écrire un roman, d'ailleurs, l'histoire de ces inventeurs dont malheureusement l'invention ne fait jamais innovation. Et je pense qu'il y a des cimetières entiers comme ça d'inventeurs, hein, qui auraient ici en quelque sorte une sorte de panthéon des inventeurs du concours Lépine. L'innovation, c'est lorsque ces inventions font l'objet d'une appropriation. Et donc lorsqu'elles s'ancrent durablement dans des pratiques, lorsqu'elles sont saisies par des collectifs, des individus, des acteurs sociaux, etc. Et lorsque finalement, donc, elles s'ancrent dans le quotidien de la vie sociale. Alors, une fois que j'ai fait cette parenthèse terminologique sur la question de l'innovation, je reviens à ma question. Donc, je reprends le fil de mon raisonnement. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait innovation dans le champ de la formation? Alors, il me semble, vous allez voir, c'est une réponse pas très originale dans l'absolu, qui renvoie assez bien, il me semble, aux échanges que nous avons pu avoir durant ces 2 journées. Il me semble que l'un des aspects qui fait innovation, c'est la quête d'attractivité. Ça, c'est vraiment la thématique qui émerge très fortement aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser, je coupe mon téléphone. Euh, donc c'est la quête d'attractivité qui, il me semble, est l'un des aspects qui fait innovation aujourd'hui et qui donc nous réunit aujourd'hui, avec l'idée qu'en fait on innove pour attirer. On innove pour attirer. Alors, il faut donc se pencher plus sérieusement sur le thème même de l'attractivité. Et j'aurai l'occasion de conclure d'ailleurs sur cette question de l'attractivité. Le thème de l'attractivité
renvoie, il me semble, on peut en discuter, hein, mais il me semble qu'il renvoie à un modèle sous-jacent, pas toujours explicité, mais qui me semble a été quand même évoqué lors de ces journées. Il renvoie à un modèle sous-jacent de la concurrence. La concurrence. Pour être attractif, c'est évoluer dans un espace concurrentiel, donc entre différentes formes de formation, différents modes de formation, etc. Entre des métiers aussi hein, qui cherchent à attirer vers leur filière des individus, des candidats, des candidates. Donc ça renvoie de manière sous-jacente à ce modèle de la concurrence, à l'idée que donc on va chercher à occuper une position favorable ou en tout cas à tirer parti, à rentrer dans ce jeu de concurrence et à tirer parti de cet espace de concurrence. Alors, il faut préciser ici tout de suite que la concurrence n'est pas toujours recherchée en tant que telle. Elle l'est parfois, hein, dans le champ que je connais le mieux, c'est-à-dire le champ universitaire. Il y a objectivement des institutions qui sont dans une logique concurrentielle, qui racontent des choses d'ailleurs étonnantes hein, lors des salons. Je tairai le nom de l'institution qui un jour racontait à des jeunes qui avaient évidemment des lumières dans les yeux, des étoiles plutôt d'ailleurs, dans les yeux, les lumières, c'est moi. Des étoiles dans les yeux, lorsqu'on leur parlait leur disait qu'ils allaient faire, je crois, un bout d'enseignement à Berkeley. Berkeley, c'est classement de Shanghai, je parle sous le contrôle de Frédéric. Euh, quatrième ou cinquième université au classement de Shanghai, bon, qui veut dire ce qu'il veut dire, le classement de Shanghai, mais voilà, c'est comme on dit aujourd'hui, c'est rayonnant. Hein, on est encore dans la métaphore de la lumière. Donc évidemment, les jeunes avaient des étoiles dans les yeux. Or, en fait, en matière de semestre ou de mois passés à Berkeley, il s'agissait simplement d'un déplacement sans doute très agréable en Californie, où il y avait été comprise une visite du campus de Berkeley, mais certainement pas des formations Berkeley en tant que telles, etc. Bon, voilà. Donc, il y a des institutions qui, objectivement, se positionnent d'une manière intentionnellement concurrentielle et je dirais d'une manière peut-être moins explicite moins intentionnelle, il y a beaucoup, l'espace des formations est quand même largement gouverné par cet impératif concurrentiel. C'est d'ailleurs quelque chose qui est tout à fait discuté hein, dans le champ des sciences sociales, que le gouvernement, sous l'égide de ce principe de concurrence, qui parfois d'ailleurs, si on voulait en faire la généalogie, nous renverrait on avait évoqué le retour vers le passé il y a 2 jours. Là, on retourne vers la préhistoire de ce passé, hein, puisque ça pourrait renvoyer à la lecture qu'a faite Spencer de Darwin, c'est-à-dire cette idée selon laquelle la concurrence, qui est une lecture en fait qui est complètement pardonnez-moi l'expression complètement déconnante hein, de Darwin, hein, totalement absurde, mais c'est ainsi, c'est une lecture qui est celle du darwinisme social, qui consiste à penser que de la concurrence va nécessairement naître une forme de vertu en matière de force, de puissance, de qualité, etc. Alors, donc un espace en concurrence, mais alors on se fait concurrence, pourquoi faire en fait? Quel est l'objet de cette concurrence et quel est donc cet obscur objet de l'attractivité? Il me semble que de ce point de vue-là, un basculement s'est opéré et c'est enfin le développement de ce principe de concurrence accompagne un basculement plus large qui est la centralité donnée d'une manière ou d'une autre, ça a été évoqué lors de différents ateliers, différentes tables rondes, à l'accompagnement de l'individu. Il me semble que on peut le formuler comme cela. Et alors vous me direz, ça peut avoir la force de l'évidence. Bah oui, c'est un peu évident que quelque part, dans des formations, on accompagne des individus. Alors ça a la force de l'évidence. Ça n'est pas nécessairement le modèle qui a longtemps été dominant dans nos sociétés. Et puisque nous sommes à Bordeaux, il me faut quand même dire un mot. Frédéric a déjà dit un mot de Vincent Merle. Moi, je vais dire un mot de Durkheim, Émile Durkheim. Je remonte encore un peu avant. Alors, je ne sais pas si Olga et Maboula ont encore leur crâne. Voilà.
faire parler Émile et faire revenir Émile parmi nous. Et donc, Émile Durkheim, c'est le père fondateur de la sociologie, hein, nous avons eu qui nous a fait l'honneur de commencer sa carrière à Bordeaux, sa carrière universitaire à Bordeaux. On dit que son premier cours, le premier véritable cours universitaire de sociologie a eu lieu ici. Et pour Durkheim, en fait, la formation avait pour fonction d'assigner finalement à chacun sa juste place à l'intérieur de la division du social. Ça veut dire qu'au fond, on s'intéressait moins à l'individu, à son accompagnement en tant que tel, qu'à la manière dont la société allait, d'une manière efficace, juste attribuer des places à chacun. Et il me semble que c'est ce basculement auquel nous assistons aujourd'hui maintenant depuis plusieurs décennies, hein, c'est-à-dire on passe de cette logique-là à une logique où on part de l'individu et de son accompagnement et de sa quête de place cette fois-ci, et non plus de cette place qui est a priori assignée par la société. Il me semble que c'est ce basculement fondamental et que cet obscur objet de l'attractivité, c'est précisément ces individus que nous cherchons à travers, dans nos formations et dans le champ de la formation, à attirer dans cet espace, à l'intérieur de cet espace concurrentiel que je viens d'évoquer. Donc, ce qu'il faut, du coup, il me semble, en tout cas ce que je vous propose de faire, le chemin que je vous propose d'accomplir, hein, on aura l'occasion d'en discuter aussi, c'est d'essayer de suivre les voies de cette innovation-là, en essayant de la déconstruire, d'essayer de voir quels sont les différents indices de cette individualisation, hein. Je vais vous donner un certain nombre d'illustrations, d'aspects un petit peu thématiques autour de cette individualisation. Je vais essayer aussi peut-être d'avoir un regard un peu distancié, on peut dire critique, hein, sans que ce soit un gros mot, critique sur cette individualisation. J'aurai l'occasion d'évoquer peut-être la nécessité de tempérer cette individualisation, et j'expliquerai ce à quoi renvoie ce terme, et je conclurai en essayant je n'en finis pas de tempérer les choses, puisque j'aurai l'occasion de conclure sur la nécessité, à mon sens, de tempérer la concurrence aussi. Et je crois que là aussi, ça a émergé au cours de ces journées, l'importance peut-être de tempérer ce principe qui a tendance à gouverner l'espace de la formation, qui est celui de la concurrence. Alors d'abord, première partie, vous l'aurez compris, donc il y aura deux parties, hein. J'ai été formé à Sciences Po, donc je fais toujours des plans en deux parties. C'est une déformation de formation. Voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas démordre généralement du plan en trois parties. Voilà. Et donc, je vais moi m'en tenir donc à ce biais, hein. On va avoir l'occasion de reparler des biais d'ailleurs d'une manière générale qui sont induits. Et donc, j'aurai donc un premier point pour essayer de vous déconstruire un petit peu, vous proposer en tout cas une déconstruction de cette individualisation, donner les indices, essayer de voir comment elle s'incarne dans différents espaces. Et dans un deuxième temps, vous l'aurez compris, avoir peut-être proposé une relecture un petit peu distanciée, critique de cette individualisation. Alors, en fait, je pense que l'individualisation qui se déploie dans l'espace des formations s'adosse, s'appuie sur une conception de l'individu qui est une conception, alors qu'on peut qualifier, j'ai beaucoup réfléchi sur le qualificatif qu'on pourrait utiliser. Il m'a semblé que le moins mauvais vu de mon point de vue, hein, c'est encore discutable, c'est de qualifier cette conception comme étant celle d'un individu stratégique ou stratège. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, l'individualisation dominante, c'est l'idée qu'on doit accompagner l'individu pour qu'il soit capable de développer ses propres stratégies. Ses propres stratégies. Et cette conception-là, elle renvoie en fait à un paradigme plus général, à une conception beaucoup plus générale, qui est une conception. Un sociologue célèbre qui est mort maintenant depuis bien longtemps, qui s'appelle Norbert Elias, parlait d'une fiction. Pour lui, c'est la fiction de ce qu'il appelle l'homo clausus, l'idée d'un individu qui a une intériorité, qui a des arbitrages qui tous se situent dans son fort intérieur. Voyez,
et qui jamais, quelque part, n'est influencé et alors encore moins déterminé par les circonstances, le contexte, son milieu social, ses relations, etc., etc. Et donc, cette idée de l'individu stratège, c'est l'idée d'un individu qui est capable de formuler des choix à l'issue d'un arbitrage qui lui est personnel. Alors, il peut être accompagné dans cet arbitrage, d'un arbitrage qui est personnel, donc qui est capable d'accomplir des choix et qui est aussi capable de se saisir d'opportunités. Et donc, on est dans cette perception, dans cette conception d'ensemble de l'individu. Au fond, c'est l'idée que nous nous adressons dans les formations que nous proposons à un individu rationnel, capable d'expliciter à tout moment ses choix. En tout cas, dès lors qu'on lui donne un peu d'outils, dès lors qu'on lui donne un peu d'informations, dès lors qu'on lui offre les conditions d'accès, il est capable de formuler des choix et de se saisir des opportunités qui se présentent. Alors, comment ça s'incarne concrètement? Alors, je vais prendre plusieurs illustrations de cela. Il me semble que l'illustration la plus spectaculaire ces dernières années de cette conception-là de la formation et de l'innovation en formation, c'est, sauf à être parti avec Thomas Pesquet très loin de cette terre, a priori, vous en avez tous et toutes évidemment entendu parler, c'est le fameux Parcoursup. Il me semble que Parcoursup repose tout entier sur ce modèle-là et que c'est ce qui sous-tend complètement Parcoursup. Parcoursup, c'est quoi? Pour le faire très court, c'est une plateforme sur laquelle vous accédez à l'ensemble des formations disponibles dans l'enseignement supérieur. Alors, quand je dis l'ensemble, je fais un raccourci parce que toutes les formations n'y sont pas encore. Mais il y a quand même une tendance à l'inclusion, l'extension du champ de Parcoursup constante, hein. Les instituts d'études politiques, par exemple, désormais sont sous Parcoursup. Et donc, en quelques clics, vous accédez subitement à donc l'ensemble des formations, à un ensemble d'informations sur ces formations, informations qui sont susceptibles, qui sont en tout cas pensées comme étant de nature à guider votre choix. Alors, dans mes fonctions, par exemple, je coordonne une activité auquel se livrent mes collègues, les présidents des commissions d'examen des vœux, qui s'appelle le rapport public d'examen des vœux. Un document qui vous aide à dormir le soir, d'environ une quinzaine de pages, souvent. Moi, je le trouve très intéressant, mais j'imagine que c'est pas le document le plus attrayant spontanément qui soit, dans lequel vous trouvez des informations extrêmement précises sur à la fois la formation, ses débouchés, etc. Et puis les critères d'examen des vœux. Alors c'est de plus en plus précis parce que le ministère nous demande d'être de plus en plus précis. Vous avez des données quantitatives aussi. On a beaucoup parlé dans ces journées des taux de pression dans les formations, etc. Donc on a des données sur voilà, il y a eu tant de candidats qui ont postulé, il y a tant de places, mais en réalité, on a été jusqu'à tel rang pour accepter quelqu'un au sein de la formation. Donc, ça nous donne une idée du taux de sélectivité réel. Vous pouvez avoir 1000 candidats et 50 places, mais à la fin des fins, avoir été jusqu'à prendre le millième classé. Donc, ça veut dire que le taux de sélectivité est nul. Alors, il n'est pas nul du point de vue de l'expérience qu'en font les candidats, parce que quand vous êtes millième, vous avez attendu de longues semaines, parfois de longs mois, hein, j'ai eu la chance d'être épargné, moi, cette année. Ma fille était en terminale et dès le 2 juin, nous avons une réponse magique à 17 heures, un peu avant 18 heures, c'était 18 heures, l'horaire théorique. Et on a ouvert avec un peu d'angoisse Parcoursup et on a d'emblée ouvert la bouteille de champagne, voilà, parce qu'elle était d'emblée prise sur son premier vœu. Mais c'est en fait l'exception. C'est-à-dire que je crois que c'est 10 ou 15% des candidats qui reçoivent comme ça d'emblée une proposition d'admission sur leur premier vœu. Donc c'est pour ça que le taux de sélectivité à la fin des fins, mathématiquement est nul, quantitativement est nul, mais c'est vrai que dans l'expérience qu'en font les candidats, c'est pas neutre du tout. Et donc, la philosophie même de Parcoursup, c'est de dire, à partir du moment où on vous donne toutes ces informations, vous allez pouvoir formuler des choix éclairés sur la base de ces informations qui sont désormais rendues transparentes, accessibles. Et d'ailleurs, notre nouvelle ministre de l'enseignement supérieur a dit il faut encore améliorer cette quête de transparence.
crois que c'est une des choses qu'elle a évoquées. Et donc, toujours parce qu'on se situe dans cet horizon-là, que l'idée que l'on s'adresse à des individus rationnels, stratèges, qui, dès lors qu'ils disposeront de l'ensemble des informations sur les formations, vont pouvoir procéder à des choix éclairés et donc se saisir d'opportunités. Alors, dans les faits, tout le monde sait que c'est un peu plus compliqué que ça, à bien des égards. D'abord parce qu'en fait, il y a des tas de professionnels qui interviennent pour essayer d'expliciter à quoi renvoient toutes ces informations. J'évoquais le rapport public d'examen des vœux. Il y a beaucoup de choses qui sont peut-être pas si facilement compréhensibles, évidemment, pour un néophyte. Donc, évidemment, il faut une explication de texte. Et c'est une part d'ailleurs de mon activité au sein de mon université comme vice-président. Hein. C'est-à-dire que je prends mon petit cartable, enfin mon petit sac à dos, et puis je vais dans les lycées expliquer un petit peu ces choses-là, répondre aux questions, aux inquiétudes aussi qui s'expriment et qui trouvent à s'exprimer à ce sujet-là. Et donc, on a une sorte comme ça donc de croyance dans l'idée que cet accès qui se veut transparent à l'information va permettre finalement de réaliser à la fois une forme d'égalité des chances, parce que c'est ça qui est sous-jacent aussi à ce modèle, et de surcroît va permettre finalement une allocation, je raisonne d'une manière quasi économique, une allocation optimale des individus. Un ancien directeur de Sciences Po Paris, cette fois-ci, avait vécu un très mauvais quart d'heure lorsqu'il avait expliqué qu'il fallait gérer les stocks de doctorants dans un email plein d'humanité. Et donc, je prends mes distances, évidemment. Hein. J'ai utilisé cette image-là, mais vous aurez bien compris que ce n'est pas du tout ce à quoi je renvoie. Donc, Parcoursup fonctionne parfaitement sur ce modèle-là. Alors, d'emblée, on peut expliciter quelques-unes des impasses que fait Parcoursup dans cette affaire-là. D'abord, le foisonnement terrible de l'information. C'est-à-dire que si tout est accessible en quelques clics, ça veut dire que chacun et chacune d'entre nous, alors moi je triche un peu, je suis un professionnel du secteur, vous aussi, mais il y a des gens quand même qui se tiennent assez éloignés du secteur, hein, oui, ça existe, et je me mets à leur place un instant face à cette profusion. Ils se retrouvent un peu dans le fameux paradoxe de l'âne de Buridan, hein, vous connaissez ce personnage qui, face à l'embarras du choix, ne sait plus quoi choisir. Et donc, effectivement, comment choisir, comment déterminer ce qui est le mieux, ce qui est le plus intéressant, ce qui correspond le mieux au projet, encore faut-il qu'il y ait un projet d'ailleurs, hein, etc., etc. Donc, la première impasse, c'est comment finalement ces individus vont composer avec ce foisonnement de l'information qui doit avoir, j'imagine, un côté à la fois excitant. J'imagine, hein, si je me mets à la place d'un utilisateur, à la fois excitant et puis vertigineux. On voit au sous-titre aussi de cette conférence de clôture. Donc ça, c'est la première impasse. La deuxième impasse, évidemment, et elle va de pair avec la première, c'est qu'en fait, en réalité, pour parvenir à se frayer un chemin à l'intérieur de ce foisonnement, disposer de quelques compétences sans référentiel, disposer de quelques compétences et peut-être de ce que d'aucuns dans ma discipline appellent un capital scolaire notamment, ça peut être quelque peu utile pour emprunter des raccourcis en fait, pour éviter de se perdre à l'intérieur de ce labyrinthe et donc d'emprunter les bons raccourcis qui vont permettre très vite de se frayer un chemin et d'avoir une certaine visibilité. Ce que décrivent les collègues du secondaire, hein, c'est très intéressant. Ils ont leurs élèves de terminale, une majorité d'entre eux, à 15 jours de la clôture des vœux sur Parcoursup, ne savent absolument pas quels vœux ils vont formuler. Et pour tout vous dire, ça ne me surprend pas, pour une multitude de raisons. Mais c'est pas du tout, c'est pas du tout surprenant. Donc évidemment, il y a derrière tout ça des inégalités, que ce modèle finalement sur lesquels ce modèle fait silence en fait en quelque sorte. Et donc ça, c'est évidemment une des limites, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Je ne m'appesantis pas trop sur les limites puisque j'ai une deuxième partie, donc il faut qu'elle ait un peu de substance si je veux ne pas tout hypertrophier autour de la première partie.
Alors évidemment, dans ce modèle-là, donc j'ai pris l'exemple de Parcoursup, on pourrait, j'ai évoqué les compétences et les référentiels de compétences. Les référentiels de compétences constituent un autre indice de cette recherche, puisqu'au fond, il s'agit à travers les référentiels de compétences de favoriser quoi? Alors, les termes ont une importance. Moi, je vais choisir un terme qui est très à la mode actuellement. On parle beaucoup aujourd'hui, pour dire qu'il y a des conflits, on dit que les relations ne sont pas fluides, en tout cas dans mes fonctions. Euh, voilà, tout le monde a compris qu'en fait, ça veut dire qu'il y a des tensions très vives, mais ça ne s'explicite pas comme tel. En fait, l'enjeu, c'est de fluidifier à travers les référentiels de compétences, essayer de fluidifier les parcours individuels. Alors, avec la difficulté que pour fluidifier, pour du coup, au final, individualiser ces parcours, si on a autant de référentiels que d'institutions, au final, on a bien du mal, effectivement, à retrouver ces petits dans cet objectif de fluidification des parcours. Donc, à chaque fois, il y a une frontière avec une douane vous changez de monnaie, vous changez de langue, vous changez de classification et qui sont toutes intéressantes. Hein. Là n'est pas la question. Hein. Elles ont été. Il y a des gens qui ont phosphoré, qui s'appuient sur des éléments, etc., etc. Mais voilà, on voit ici d'ailleurs les limites de ce modèle concurrentiel. Au fond, chacun finalement se fait concurrence avec son référentiel. Et je trouvais que de ce point de vue-là, le titre qui avait été trouvé pour l'atelier était assez parlant. Hein. Il est beau, mon référentiel. Et c'est effectivement tout à fait ça. Alors j'ai déjà là aussi anticipé sur certaines des limites de ce type d'outils. Autre indicateur, pourrait-on dire, c'est l'idée de jouer sur l'image associée aux formations, aux métiers, etc. Sous-entendu, alors avec des débats qui sont des débats quasiment théologiques que nous avons eus durant ces journées. Alors j'ai assisté donc à l'atelier à l'atelier sur la médiatisation et du coup maintenant on est passé à une étape où on se dit que pour médiatiser il faut arrêter de dire que le métier est super. Il faut essayer de se rapprocher de ce qu'est la réalité du métier. Alors du coup ça m'a plongé dans des abîmes de réflexion. Aurais-je été sociologue si j'avais connu la réalité du métier? Je dis souvent que lorsque j'ai rencontré mon épouse est tombée amoureuse d'un futur peut-être administrateur de l'Assemblée nationale et elle a épousé un sociologue. C'est un peu bon, c'est un peu spécial. Et lorsque je suis devenu sociologue, c'est sans doute parce qu'au fond de moi, j'avais cet espoir d'être un jour une sorte de Nobel, de la sociologie, enfin de quelqu'un qui allait inventer un truc, quoi. Durkheim, Bourdieu, je ne sais pas qui. Bon, bref. Et puis on se réveille un matin, puis on se rend compte qu'en fait, la réalité va être quelque peu différente et qu'il va falloir faire avec. Et du coup, est-ce que la force motrice qui m'a attiré vers la sociologie et qui m'a fait m'éloigner au grand désespoir de mon épouse d'un poste à la fois plus rémunérateur, peut-être plus prestigieux d'administrateur de l'Assemblée nationale, est-ce que j'aurais eu cette force motrice quelque part, sans cette espèce d'illusion sur la profession et sur le métier. En tout cas, j'ai trouvé ces discussions intéressantes, au demeurant, mais je trouve que voilà, elles sont pas closes et il y a vraiment des discussions. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ce qui est sous-jacent quelque part à l'idée qu'il faut mieux médiatiser des métiers, qu'il faut renforcer les éléments de visibilité, on est toujours dans cet objectif de mise en visibilité, c'est cette idée que devant ce qui fait défaut aux individus, c'est cette connaissance des métiers, des différentes filières, des formations, etc., etc. Donc on voit là aussi, c'est un indicateur parmi d'autres de cette individualisation qui est à l'œuvre au sein du champ de la formation. Alors, on pourrait multiplier ainsi les illustrations, tout ce qui consiste à lever les freins aussi. Alors, les sociologues, nous participons à cette réflexion de plein pied, puisque le destin souvent des travaux sociologiques, c'est, enfin, dans le meilleur des cas,
destin des travaux sociologiques, c'est parfois d'être oublié dans les placards, hein. C'est aussi ce qui participe du désenchantement parfois du jeune universitaire initialement. Un ami me disait, a traversé une grosse phase de déprime professionnelle, me disait, tu vois, ma difficulté, c'est que je produis énormément. Je sais très exactement qui sont les 3-4 collègues qui me lisent. Je sais à la virgule près ce qu'ils pensent de ce que j'écris. Donc voilà, je manque de stimulation un petit peu, voilà, de ce point de vue-là. Et donc si vous voulez, c'est cette idée que on va donc à travers la sociologie nourrir évidemment les réflexions, etc. On en trouve une illustration dans, ça a été évoqué aussi ce matin, dans le fait qu'on travaille beaucoup aujourd'hui pour essayer de lever les freins en termes de la manière dont des individus peuvent s'interdire des choses. Dire ça c'est pas fait pour moi. Ça, je ne peux pas y accéder. Ça, je ne peux pas y prétendre. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas accessible. Ça participe de cette idée d'une individualisation. Et donc là, du coup, on déploie beaucoup d'énergie pour essayer, c'est très bien d'ailleurs, on déploie beaucoup d'énergie pour essayer de rapprocher les univers, etc. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est déjà dans une perspective d'individualisation. Je ne dis pas ça parce que les sociologues ont nourri cette réflexion, mais on est déjà dans une perspective d'individualisation qui, il me semble, dépasse quelque peu la logique de la concurrence, puisque justement, il s'agit de se rapprocher entre acteurs entre professionnels pour essayer de lever ces freins. Et on est dans une individualisation qui tient compte de l'ancrage, des ancrages que peuvent avoir les individus et qui font que, en dépit de toute l'énergie, de tous les efforts que vous et moi nous accomplissons au quotidien, certains d'entre eux, certaines d'entre elles ne saisissent pas les opportunités, s'interdisent de se saisir des opportunités. Alors, la difficulté aussi de ce modèle, c'est que si on veut vraiment aller au bout de la logique, il faut faire un accompagnement totalement individualisé. Et alors là, on est un peu aux prises avec ce sempiternel paradoxe du cartographe de Borges. Vous connaissez sans doute le grand écrivain argentin Borges, qui avait imaginé un personnage de cartographe qui voulait être tellement méticuleux, précis dans son travail cartographique qu'il avait imaginé de faire une carte de l'Argentine en dimension réelle, vraiment une carte. Et donc un accompagnement authentiquement individualisé ressemblerait probablement à cela. Oui, il faut imaginer derrière peut-être chaque élève, il faudrait avoir quelqu'un, un professionnel, pas toujours des professionnels, il y a quelque chose qui se développe beaucoup actuellement qu'on appelle le mentorat. Effectivement, enfin, ce sont des professionnels, mais pas dans le champ de la formation. Ce sont des professionnels de la formation qui mettent en lien des professionnels extérieurs au champ de la formation, des gens qui ont une profession, avec des jeunes, pour essayer là aussi de lever des freins, pour essayer de aussi leur faire accéder à des réseaux de relations. Parce que c'est important, on le sait, pour s'insérer sur le marché du travail. Alors, je vais clôturer ma première partie. Je ne vais pas développer davantage d'illustrations parce qu'il est déjà 15h01. Il me reste 25 minutes top chrono, questions comprises. Donc, il faut que j'aille un petit peu plus vite. Et donc, je vais basculer sur ma deuxième partie et pour essayer d'expliciter un petit peu quelles sont les limites de cette perspective et la raison pour laquelle je pense qu'il faut tempérer cette individualisation pour parvenir finalement à mieux atteindre l'objectif que nous donnons en innovant dans le champ de la formation. Alors pourquoi faut-il tempérer cette individualisation? J'ai déjà commencé un petit peu à l'évoquer. D'abord parce que la notion même de choix, et il y a des kilomètres de littérature philosophique et sociologique sur cette notion-là, donc je vais aller très très vite. La notion même de choix est problématique. L'idée que nous faisons des choix est largement en fait une fiction, est largement une fiction à laquelle nous participons tous. J'ai l'illusion d'un jour avoir fait le choix de devenir sociologue. J'ai cette illusion-là, je l'ai même écrit quelque part.
Vous voyez, pour vous dire le niveau d'illusion. Si je devais, mais je n'ai pas atteint ce stade de mégalomanie, j'espère ne jamais l'atteindre. Si je devais faire mon autobiographie, alors ça peut être intéressant, une autobiographie, hein, mais si je devais accomplir mon autobiographie de manière sociologique, je pense que je reviendrais sur cette illusion du choix qui est la mienne. Donc déjà, la notion même de choix, elle est intrinsèquement problématique à bien des égards. Alors pourquoi est-elle problématique, cette notion de choix? Elle est problématique parce qu'en réalité, une part de nos trajectoires n'est pas gouvernée par une espèce de force intérieure, de réflexion, d'arbitrage qui serait en nous, mais plutôt par, et c'est un peu plus, comment dire, c'est un peu moins héroïque, mais c'est probablement plus réel, et gouverné pour une part par des contextes, des circonstances, des milieux, des relations, des rapports sociaux, nous disons, nous les sociologues, qui gouvernent pour une bonne part nos conduites et qui permettent d'en rendre compte. On sait par exemple que le choix du conjoint est un choix qui est à la fois parfaitement l'expression d'un sentiment amoureux, probablement, hein, mais qui est aussi parfaitement l'expression d'un ensemble de déterminations sociales très puissantes qui nous échappent pour partie. J'ai rencontré ma femme à Sciences Po, c'est d'une banalité totale. Je suis dans une régularité statistique parfaite, peut-être idéale pour devenir sociologue. Et nous avions bien des choses en commun, ce qui est tout à fait original. Donc voilà. Donc il y a un certain nombre de mécanismes comme ça qui concourent à ce qui nous apparaît comme étant des choix, et ce que nous rationalisons a posteriori comme des choix. Et donc, si on ne se penche pas plus avant là-dessus, on passe à côté d'éléments extrêmement importants. Et par exemple, si on s'intéresse aux attentes des jeunes, je me suis un peu intéressé à ces questions-là, on se rend compte qu'en en matière de travail, il y a ce qu'on pourrait appeler des classes d'attente. Des classes d'attente, c'est-à-dire des attentes qui sont typées socialement. Alors, moi, à ce stade, j'ai une typologie qui est peut-être un peu sommaire. J'en vois trois. Je vois ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler les vainqueurs de l'insertion professionnelle. Alors eux, ils se muent en stratèges dans cette incertitude que constitue le marché du travail. Vous avez à l'autre bout du spectre ceux qui sont prêts à quasiment tout accepter parce que l'essentiel, c'est simplement d'arriver à avoir une place. Et ça, ce sont ceux qui généralement ont un niveau scolaire très faible, voire pas de diplôme, hein. Marie-Hélène, tu rappelais à juste titre ce matin qu'il y a encore plus de 150 000 jeunes chaque année qui sortent du système scolaire sans diplôme. Donc qui sont aussi parfois qui sont typés socialement, c'est-à-dire que ce sont évidemment des jeunes dont les familles étaient elles-mêmes de niveau avaient un capital scolaire très faible, souvent d'un niveau socio-économique aussi très modeste, etc., etc. Et puis vous avez une échelle intermédiaire, un niveau intermédiaire avec des jeunes qui développent des attentes un peu entre deux, c'est-à-dire que ils sont à la fois quand même très tenaillés avec des niveaux de diplôme moyens. Et ils sont tenaillés par l'idée qu'il faut arriver à se faire une place, donc ils sont quand même prêts à accepter des choses que d'autres ne seraient pas prêts à accepter. Parce que lorsque vous traversez la rue pour avoir un travail que vous rencontrez, il n'est pas toujours il vous fait pas toujours du bien spontanément, hein. Alors il vous rapporte un salaire, mais et donc mais qui dans le même temps développe des attentes un peu plus exigeantes du point de vue de l'épanouissement dans le travail, etc. Je passe très vite, en tout cas l'idée que d'emblée, on a des attentes différenciées. Certes, il y a des choses, il y a des traits communs, mais qu'il y a des attentes différenciées, il y a des expériences différenciées, et que si l'on veut accompagner cette individualisation, il faut absolument en tenir compte, il faut l'avoir présent à l'esprit. Par exemple, je parlais de Parcoursup tout à l'heure, l'une des impasses de Parcoursup, c'est l'idée que la place des familles dans la gestion de cette orientation. La place des familles, en fait,
Les élèves ne décident jamais seuls et ne procèdent jamais seuls, hein. D'ailleurs, pour tout vous dire, c'est un peu de notre faute aussi, hein. C'est les conseils qu'on donne généralement un peu partout. On dit aux parents, faites ce que vous voulez, mais inscrivez-vous, suivez, etc. Accompagnez. Bon, et généralement, c'est tout à fait ce qui se produit. Et donc, il y a une place des familles, par exemple, qui est tout à fait déterminante pour essayer de comprendre ce qui se joue dans les logiques plutôt que les choix d'orientation qui sont à l'œuvre. Un autre élément qui invite à tempérer cette perspective trop individualisante, si je puis dire, c'est que lorsqu'on regarde de près, l'idée selon laquelle chacun et chacune d'entre nous serait capable de formuler comme ça, d'expliciter des choix univoques, est assez largement fictive aussi parce que tout simplement, nous sommes pris dans des logiques ambivalentes. Et alors, on peut voir à l'œuvre dans des parcours avec des bifurcations, des changements, des retours à des choses qu'on avait abandonnées, etc. Moi, ma fille m'a longtemps dit, nous a longtemps dit, je veux devenir chirurgienne viscérale. C'est très précis. Il y avait des raisons très simples, hein. Il y a beaucoup de médecins dans notre entourage et elle voulait être la première femme médecin. Et la chirurgie viscérale, parce qu'elle elle avait l'idée que c'était les intellectuels, la chirurgie viscérale. Un petit peu de la, de la médecine. Alors, je ne sais pas très bien à quoi ça tenait. Alors, il faudrait demander à Jérôme Cahuzac, hein, qui a eu comme première fonction chirurgien viscéral. Et comme me le disait un ami qui est chirurgien vasculaire, il me dit ce qui m'a toujours troublé chez Cahuzac avant qu'on sache tout ce qu'on a su, c'est comment peut-on passer de chirurgien viscéral à chirurgien esthétique. Vous savez, après, il posait des. Bon, bref. Et c'est un basculement qui interroge. C'est pas tout à fait la même vocation. Alors, on a le droit de changer d'avis, hein, mais c'est pas pas tout à fait la même vocation. Donc, non seulement ces attentes, elles sont complexes dans le temps, mais elles sont complexes même à un temps T. C'est-à-dire que, on le voit, si vous prenez l'exemple de l'attente de reconnaissance, de la demande de reconnaissance qui est à l'œuvre, derrière la notion même de reconnaissance, vous avez des choses extrêmement diversifiées et parfois contradictoires. La reconnaissance, c'est pas seulement du salaire. Par exemple, ça peut être du salaire, hein, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que on va développer des politiques de la reconnaissance, comme ça évitera de dépenser l'argent de l'État, qui n'en a plus beaucoup, et que donc, voilà, on va développer des politiques de ce type-là. Mais ça n'est pas que le salaire. Parfois même, d'ailleurs, le versement d'un salaire supplémentaire pour répondre à une demande de reconnaissance est perçu comme une marque supplémentaire de mépris. C'est-à-dire, on n'a pas pris en compte ma demande de reconnaissance, etc. Ce que je veux dire, c'est que les attentes, les attentes ne forment pas forcément système. Elles ne forment pas forcément système. Et donc, c'est aussi pour ça que les individus auxquels on fait face, ils sont comme nous, en fait. Ils sont plusieurs dans leur tête. Vous voyez, ils ne sont pas seuls. Et donc, un sociologue célèbre, Bernard Lahire, dirait qu'ils sont pluriels. Et donc, il me semble que là aussi, c'est quelque chose dont on doit avoir conscience au moment où nous réfléchissons sur cette recherche d'individualisation. Ça permet aussi de ne pas être trop déçu, parce que souvent on est déçu par ces changements de pied, ce qui nous apparaît parfois comme des trahisons. On s'est engagé dans quelque chose, on a été assez loin pour s'engager, et puis les gens nous plantent. Mais en fait, ils nous plantent pas. C'est aussi peut-être des choses qui n'ont pas été explicitées, qui n'étaient peut-être pas en capacité d'expliciter. Donc voilà. Et en fait, quand on réfléchit un instant, on réalise que nous sommes nous-mêmes pris dans ces logiques-là d'une manière permanente. Un autre aspect qui me paraît essentiel, et ça a été largement évoqué durant les journées, c'est que travailler sur l'individualisation au sens de cette individualisation stratégique ou de l'individu stratège, c'est faire l'impasse sur l'importance associée à l'estime de soi. Avant même d'imaginer avoir un éventuel stratège, encore faudrait-il avoir quelqu'un qui ait un minimum d'estime de soi, ce qui n'est pas une mince affaire lorsqu'on subit quand même des épreuves, des logiques, des rapports sociaux qui sont parfois d'une grande violence, hein, pour ces individus. Moi, je suis d'avis qu'il faudrait inverser la manière dont on distribue la Légion d'honneur.
pense qu'il faudrait distribuer la Légion d'honneur à tous ces anonymes qui parviennent, en dépit de la violence des rapports sociaux qu'ils subissent, ils arrivent à continuer, à construire leur expérience, etc., élever leurs enfants. Élever leurs enfants. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut là aussi évidemment avoir en tête, mais je sais que c'est le cas. Et puis, il y a une chose à laquelle, à laquelle on pense peu, c'est que dans ce modèle-là, on fait comme si la compétence, les compétences, c'était quelque chose que l'on pouvait comme ça trouver à l'état naturel. Là, je me baisse et je vais trouver des compétences et isoler des compétences. Mais en fait, d'ailleurs, on le voit à travers les référentiels, en fait, en travaillant sur les compétences, en fait, nous construisons ces compétences. Et c'est le regard des professionnels, vous voyez ça notamment à l'œuvre dans les procédures, les processus de recrutement, qui construisent ces compétences. Ces compétences, elles n'existent pas à l'état naturel. Vous voyez, un CV, alors il y a ce que les candidats disent d'eux-mêmes, mais il y a la manière dont les recruteurs vont catégoriser ce CV, les éléments d'information qui sont donnés, donc quelque part vont construire la compétence du candidat. Et donc ça, c'est une chose aussi à laquelle il faut songer. En fait, l'idée d'un individu qui doit montrer qu'il a les compétences pour atteindre telle ou telle formation, tel ou tel métier, c'est une idée en partie. Alors c'est plus commode évidemment pour le recruteur, hein, comme ça, si le candidat ne marche pas, c'est parce qu'il n'a pas les compétences. C'est parce qu'en se baissant, le recruteur n'a pas réussi à trouver les compétences en question. En réalité, c'est un mécanisme plus complexe dans lequel c'est évidemment le travail du recruteur. Et je veux dire, c'est pas en soi critiquable. Hein. Je ne suis pas en train de dire que les recruteurs sont méchants lorsqu'ils construisent des compétences. Ils font leur travail, en fait. Ils font leur travail. Mais ils vont construire ces compétences et ils construisent ces compétences avec un ensemble de biais de catégorisation qui sont traditionnels en la matière et qui sont quasi inévitables. Je prends un exemple comme ça qui m'avait frappé dans une recherche que nous avions faite sur les logiques de recrutement. C'était une recruteuse qui était une recruteuse dans l'hôtellerie et restauration qui avait considéré qu'a priori, de toute façon, le travail de nettoyage était féminin. Donc, elle associait, le travail de nettoyage à des qualités proprement féminines. Et puis, la conversation, enfin, l'échange de l'entretien continue. Et puis, le collègue qui a réalisé son entretien lui dit, mais quel est le dernier recrutement? Parce que les sociologues, on aime bien aussi revenir à des choses un peu factuelles. Quel est le dernier recrutement de personnel de nettoyage auquel vous avez procédé? Un homme. Ah bon? Mais alors, comment est-ce possible? Il n'avait pas les qualités nécessaires, a priori, donc pas les compétences telles que vous les construisez. Et elle anticipe tout de suite la question, elle attend même pas que l'intervieweur lui pose la question, et elle lui dit oui, mais c'est pas vraiment un homme. Véridique, verbatim. Donc, on voit bien qu'ici, les recruteurs, que nous sommes aussi, hein, dans les formations que nous animons, nous avons une participation très active à la construction de ces compétences. Alors, il me faut conclure, parce que le temps file, il est 15h15. Donc, je vous avais promis une conclusion sur la question de la concurrence, parce que je pense que au fond du fond, ce qu'il faut, c'est en fait tempérer ce principe de concurrence qui gouverne le champ, l'espace de la formation, d'ailleurs pas que l'espace de la formation, hein, plus largement, dans le monde social. Alors, vous me direz, il faut le tempérer. Comment on fait? Ou comment ça peut se traduire concrètement? Parce que je peux faire un plaidoyer. Sans tenter d'illustrer les choses. Alors moi, j'aurais plusieurs illustrations à prendre. Je ne vais pas pouvoir toutes les prendre on manque d'un peu de temps. Je vais prendre celle que je connais le mieux, évidemment, qui est liée à mes fonctions. Hein. C'est pas par centration sur moi-même, c'est parce que c'est celle que je connais le mieux. Je pense que on le voit aujourd'hui, il y a des parcours individuels qui sont mis à mal par le fait que les différentes institutions de formation, par exemple dans le champ de l'enseignement supérieur, évoluent dans des couloirs concurrentiels. Et donc, vous avez des jeunes, par exemple, qui donc vont rentrer dans un tuyau. Donc, je veux faire une licence de sociologie.
je suis sociologue. Et puis après un mois, en dépit de l'extrême qualité du cours de David Mello, je me rends compte que la sociologie, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Vous voyez, alors c'est un exemple qu'on retrouve beaucoup à l'œuvre actuellement dans les formations les plus attractives. Hein. La sociologie, on est moyennement attractif dans l'espace de formation, mais par exemple la psychologie. La psychologie, il y a beaucoup de déconvenus, de jeunes qui pensaient pratiquer une profession dans laquelle les gens s'allongeaient sur des divans. Vous avez peut-être pratiqué, moi aussi j'ai pratiqué. J'ai eu un psychanalyste 6 mois lorsque j'ai arrêté de fumer, qui était aussi un auteur de romans policiers. Il voyait de la sexualité partout. Hein. Il voyait un obscur objet du désir partout. Chaque fois que je lui racontais des relations professionnelles, il me disait: c'est très simple, monsieur, votre collègue, elle veut coucher avec vous. Et comme elle est empêchée, enfin bon, voilà, c'était une histoire comme ça. Donc un jour, on a divorcé avec ce psychanalyste qui voyait des choses de ce type-là. Et en fait, il rentre dans une licence de psychologie. Et dans beaucoup de licences de psychologie, en fait, il y a beaucoup de dimensions très scientifiques, des neurosciences, etc. C'est très éloigné de la perspective. Et là, vous avez deux options face à ça. Soit vous dites: il s'est trompé, tant pis pour lui, à l'année prochaine, au mieux. Ou alors, vous essayez de trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, en fait, ça suppose de sortir de la logique de concurrence entre les institutions de formation, de coopérer, de rapprocher les informations dont nous disposons, de pouvoir faire des propositions à ces jeunes qui ont besoin voilà, de ne pas perdre une année et peut-être de trouver. Alors, évidemment, on ne peut pas tout leur proposer. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas leur proposer une place en première année de médecine. Voilà, on n'est pas magicien. Voilà, il n'y a plus de place, généralement, tout est clôturé. Mais il y a des formations très intéressantes, très variées, dans des domaines très variés, portées par des institutions très variées, qui sont de nature à intéresser ces jeunes. Et donc, il me semble que sortir du paradigme de la concurrence, c'est concrètement, comme ça, organiser des rapprochements, des coopérations, les renforcer, et en ayant vraiment à l'esprit, effectivement, il me semble, l'idée que, au-delà de la défense de chacune de nos institutions, évidemment, on est attaché à nos institutions. Durkheim disait même que on y est tellement attaché que les institutions parfois survivent même lorsqu'elles sont mortes. On continue à les pérenniser. Il me semble que si nous voulons vraiment aller au bout de l'innovation en matière de formation, et donc si nous voulons vraiment individualiser d'une manière tempérée, accompagner de manière réaliste ces jeunes, il me semble que c'est un défi intéressant que nous pouvons nous donner, mais évidemment tout cela est tout à fait discutable. Alors je vais terminer maintenant, il est 15h20, je vous remercie de votre attention. Alors, c'est le temps des questions. Alors, y a-t-il des questions? Oui? Oui, merci beaucoup pour votre intervention, votre conférence. Très intéressant les notions de concurrence et d'individualisation. Néanmoins, je me disais, est-ce que cette notion de concurrence au niveau des entrants en formation, c'est pas qu'une conséquence secondaire d'un contexte économique, du contexte au niveau du taux d'emploi, du taux de chômage et de la représentation aussi qu'on peut se faire de la filière, d'une filière industrielle ou des métiers. Je, en sociologie, je vais parler de mon cas personnel également. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans la filière aéronautique. Et jusqu'à maintenant, il y avait plutôt une concurrence au niveau des individus pour entrer dans les formations. Et bon, on a beaucoup parlé de la filière aéronautique. On en parle beaucoup en ce moment avec le réchauffement climatique. La filière est vue un peu comme un bouc émissaire et le nouveau diable. Et j'étais en réunion la semaine dernière avec le directeur des arts et métiers, donc école très réputée, très attractive normalement, qui me disait, là, on a moins 20% d'élèves, pas de candidats à l'entrée, moins 20% d'élèves en classe d'ingénieurs spécialisés aéronautique. Donc je me disais, est-ce que finalement, c'est pas ça le plus important? Est-ce que l'attractivité des formations n'est pas qu'une conséquence secondaire de l'attractivité d'une filière, de l'attractivité d'un métier, de l'attractivité d'un territoire? Je vous remercie de votre question. Alors moi, je vous avoue que j'ai pas
Moi, je suis très, très saisi par le fait que les dynamiques qui gouvernent l'attractivité de telle ou telle formation, de telle ou telle filière, demeurent quand même assez mystérieuses. Je prends un exemple. Dans le champ de l'enseignement supérieur, les STAPS aujourd'hui sont au sommet de la vague. À la fin des années 2000, ils étaient au creux de la vague. Que s'est-il passé entre-temps? Alors, l'équipe de France s'est comportée lamentablement durant la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010. Je ne suis pas sûr que ça ait contribué à l'attractivité particulière. Il y a des tas de scandales qui ont éclaté dans le sport professionnel, le sport de haut niveau, y compris dans le sport amateur. Et pour autant, alors les STAPS ne forment pas qu'au sport, hein. C'est une palette beaucoup plus large, évidemment, que le sport. Mais ce que je veux dire, c'est que la filière qui est sous-jacente, l'une des filières en tout cas sous-jacentes aux STAPS, on ne peut pas dire qu'elle soit, en tout cas pas de manière univoque, on ne peut pas dire elles vivent les temps les plus sereins et et les plus positifs qui soient. Donc je vous avoue, pour moi, ça reste assez mystérieux. Probablement que vous avez raison, c'est-à-dire probablement qu'on peut imaginer que dans certaines formations, la filière bénéficie peut-être d'une attractivité particulière, probablement, oui, probablement, mais je vous avoue que j'aurais du mal à le généraliser comme raisonnement. Je pense que peut-être, dans certains contextes, certaines circonstances, certaines formations, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse comme ça peut-être généraliser ce raisonnement pour l'ensemble des formations. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonjour. Vous parliez d'innovation, de destruction et de renouveau. Enfin, ça, ce sont mes notes. Ça m'a fait penser à la phrase, alors je fais un pont du côté de la science physique. Chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que l'innovation peut ne pas détruire, mais bien réinventer ou je ne sais pas, mais transformer quelque chose plutôt que la détruire? Est-ce que ce serait juste pour vous? Euh, je dirais que par définition, si un dispositif, par exemple, fait innovation, c'est que d'une manière ou d'une autre, il va pour partie prendre la place d'un autre ou d'autres dispositifs existants. Si je reprends l'exemple de Parcoursup, APB a disparu, est au cimetière. L'ancien modèle. Donc, il me semble que il est quasiment impossible d'imaginer une situation dans laquelle quelque chose ferait innovation sans, d'une manière ou d'une autre, détruire d'autres dispositifs, d'autres actions, etc. Il me semble, hein, mais je dis ça vraiment, je ne veux pas non plus être trop affirmatif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question peut-être, ou deux dernières questions? Oui? Oui, merci beaucoup pour cet exposé très vivant et très instructif. Est-ce que, après à côté d'un modèle ou après, peut-être, un modèle de la concurrence, des modèles ou un modèle de la coopération pourrait, se juxtaposer ou faire concurrence au modèle de la concurrence et sous quelle forme? Donc rapprocher des partenaires, voilà. Quel pont? Voilà. C'est une excellente question. Merci. Alors, ce qui n'est pas facile à imaginer dans ce dépassement du modèle de la concurrence, c'est lorsqu'il s'agit notamment, alors c'est déjà difficile à imaginer, on l'a vu dans le champ des opérateurs publics, mais dans le champ des opérateurs privés, comment des opérateurs privés pourraient-ils parvenir? Et pourtant, on le voit bien dans l'atelier de ce matin sur les EHPAD, on voit bien qu'il semblerait que dépasser les logiques concurrentielles, ça pourrait avoir quelque pertinence et quelque intérêt. Mais alors, selon quelle modalité, selon quelle forme? Alors, il y aurait une première possibilité qui serait très française, c'est de légiférer,
c'est possible, on peut légiférer, hein, on peut légiférer. Alors je ne sais pas sous quelle forme, sous quel registre, mais il me semble qu'il doit y avoir des marges de manœuvre, de ce côté-là. L'autre forme qui est plutôt la forme dominante aujourd'hui, c'est que, l'État ou les représentants de l'État tentent d'impulser un dialogue entre les différents acteurs pour tenter d'impulser des dynamiques, alors en s'appuyant évidemment sur les régions, etc. J'imagine qu'effectivement, ce n'est pas un processus simple, effectivement. On le voit déjà dans le champ des opérateurs publics, hein, arriver à dépasser les logiques concurrentielles, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident.